Bonjour, je m'appelle Thelma. Bonjour, je m'appelle Laura. Bonjour, je m'appelle Océane. Nous allons interroger Alain Roland, qui a écrit Johnny Intime, avec Alessandra D'Angelo. Vous avez rencontré Johnny Hallyday, qui était une grande star. Comment était-il dans sa vie de tous les jours? Johnny Hallyday, mais c'était un personnage très impressionnant. Hein. C'était une grande rockstar de la chanson française, donc fatalement charismatique. Et la rencontre de tous les jours, moi je l'ai accompagné dans son quotidien lorsqu'il est venu s'installer à Los Angeles. Et l'idée était en fait de le suivre dans sa vie de tous les jours en tant que photographe, puisque je suis photographe. Et c'était ça mon idée. Donc c'était un personnage fabuleux. Je ne sais pas si vous avez connu un petit peu Johnny Hallyday, mais bon, il a été présent pendant de nombreuses générations. J'ai eu cette grande chance de l'approcher et de travailler avec lui et surtout de le suivre. Alors à Los Angeles, c'était plus vraiment la rockstar parce qu'il n'était pas connu des Américains, mais c'était plus, il avait plus envie d'être un homme comme tout autre homme, un papa aussi, parce qu'il était venu s'installer avec sa première fille qu'il avait adoptée, qui s'appelle Jade, et puis en fait, ensuite il y a eu Joy, et l'idée c'était d'avoir une vie de famille un peu tranquille, un peu paisible, parce qu'en France, c'était impossible pour lui de se promener dans la rue sans avoir des centaines de gens qui avaient envie de l'approcher. Donc Los Angeles, c'est une autre vie, c'est un autre homme, c'est un papa, c'est un homme comme moi, comme monsieur tout le monde en fait. Qu'est-ce qui, selon vous, explique son succès? Oh là là, son succès, ses chansons, sa voix, le personnage, Johnny Hallyday, c'est 60 ans de chansons quand même. Donc il a fatalement il a eu un succès pendant 60 ans. Et il y a des fans aujourd'hui, des milliers de fans, des centaines de milliers de fans qui l'aiment encore. C'est aussi c'est le rock, c'est le début du rock. Donc voilà, c'est une légende. On peut dire que c'est une légende de la chanson française. Était-ce difficile de travailler avec lui? Johnny, il avait son caractère. Hein. C'était pas tous les jours facile. Écoutez, moi, en tant que photographe, j'ai eu la chance dans ma carrière de rencontrer énormément de célébrités, de chanteurs, d'acteurs, puisque je vivais à Los Angeles, donc à Hollywood, où il y a tellement d'acteurs très connus, hein, vous en connaissez certainement, des chanteurs, par exemple, je dirais Justin Timberlake, si ça vous parle peut-être. Et non, c'était pas toujours facile, et puis j'étais impressionné quand même. C'était un personnage qui m'impressionnait. Mais après un certain temps, on était quand même un peu potes, on se connaissait, donc c'était déjà plus facile de travailler ensemble. Mais il fallait se faire accepter par Johnny Hallyday en tant que photographe quand même, c'était quelque chose. Donc des gens comme ça qui sont tellement connus, qui finalement ça vous impressionne. Hein, il faut essayer de s'adapter à leur manière de voir les choses. Ils sont très demandés aussi. Donc moi, c'était une grande chance de pouvoir être avec lui et de l'approcher comme ça. Aimez-vous ces chansons? Quelle est votre Bien préférée? sûr, il y a un tas de chansons que j'aime. Il y a les chansons très connues. Hein, il y a Gabriel, il y a 100%. Il y a Diego, qui est une magnifique chanson. Moi, il y a une chanson que j'aime vraiment, vraiment particulièrement. Elle est peut-être un peu moins connue. C'est une chanson de son album de blues. Il faut savoir que Johnny tenait vraiment à faire cet album de blues. Il l'a fait à Los Angeles et moi, j'étais présent. Et elle s'appelle « Que restera-t-il » cette chanson.
Et en fait, cette chanson, les phrases sont quand même fort émouvantes parce qu'il dit « Que restera-t-il de ma vie, de ma voix, pardon, que restera-t-il de ma voix devant l'Éternel ?» Et on est en 2007 à l'époque et il parle déjà de la mort. Et alors, son arrangeur musical, qui est Yvan Cassard, qui a enregistré beaucoup d'albums avec Johnny et avec d'autres grands artistes, eh bien, lors de la première prise, donc lorsqu'ils ont enregistré la première prise en studio, Yvan Cassard s'est mis à pleurer parce que Johnny avait chanté ça magnifiquement bien et que c'était très émouvant. Et Johnny, il faut savoir qu'il était extrêmement pointilleux, rigoureux. Il voulait vraiment... il était très exigeant lorsqu'il enregistrait. Et il disait d'ailleurs « J'aime apprendre ce que je ne sais pas ». Ça voulait dire qu'à chaque fois qu'il enregistrait, à chaque fois qu'il chantait, il voulait donner le meilleur de soi-même en fait. Et ça, c'était Johnny. C'était un grand monsieur de la chanson française. Avez-vous fait de la moto avec lui? Alors de la moto avec lui, je l'ai suivi. Johnny, il aimait fatalement faire de la moto, hein, il aimait les Harley-Davidson. Et moi, ben non, je ne suis pas un motard, donc je n'ai pas eu la chance de le suivre à moto. Mais par contre, je le suivais en voiture. Alors lorsque Johnny partait à moto, eh bien moi j'étais derrière lui en voiture. Et c'était très amusant parce que moi j'étais là pour faire quand même des photos de Johnny à moto. Et c'était parfois un petit peu compliqué. Et donc souvent, il fallait que je m'arrête en voiture, que je le devance parfois, en me disant « Ah, là, il y a peut-être un moment qui va se passer qui est sympa ». Je sautais de ma voiture, je faisais quelques photos, et puis je ressautais à nouveau dans ma voiture pour ne pas le perdre, fatalement. Donc, mais Johnny adorait la moto, bien sûr. On est parti comme ça. Le dimanche, souvent, il aimait faire de la moto. Et il partait avec Laetitia. Parfois même ses filles l'accompagnaient, mais elles étaient en voiture. Donc, bah ouais, c'était des moments exceptionnels, hein, suivre Johnny à moto. Quel est votre meilleur souvenir avec le chanteur? Mon meilleur souvenir, ben, une fois de plus, il y en a beaucoup. Mais je dirais quand même qu'il y a un très beau moment. C'est un jour, Johnny va au parc en famille. Et il faut savoir, on est toujours à Los Angeles, hein, on n'est pas en France, on est à Los Angeles. Et Johnny va au parc avec ses deux petites filles, avec Joy et avec Jade. Et à un moment donné, il se met à pousser la balançoire avec Joy qui est sur la balançoire. Et pour moi, c'était un moment fabuleux parce que Johnny est dans un parc public. Il y a un tas de gens qui sont là, il y a des enfants qui s'amusent. Et en fait, personne ne reconnaît Johnny. Personne ne sait qui est ce bonhomme. Et là, on a pu vraiment découvrir un vrai papa qui avait ce plaisir immense de s'occuper de ses filles, d'être père de famille, ce qu'il n'avait malheureusement pas eu l'occasion de faire souvent dans sa vie avec ses enfants précédents, David et Laura, parce qu'en France, c'était impossible d'imaginer Johnny aller au parc pousser la balançoire avec ses gamines. C'était pas possible. Il y aurait eu une émeute de gens autour de lui, il n'aurait pas été tranquille. Et Johnny disait d'ailleurs, à Los Angeles, c'est le seul endroit où je peux me promener paisiblement, tranquillement. Les gens me foutent la paix. Ils s'intéressent pas à moi. Et ça, vraiment, c'était vraiment pour Johnny un rêve qu'il réalisait, c'est pouvoir enfin se promener tranquillement dans les rues de Los Angeles. Donc ça, pour moi, ça reste un moment magnifique parce que c'était plus la rockstar qu'on connaît, c'était un papa comme ça aurait pu être votre papa. Voilà. Merci. Mais avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Thelma. Je vais présenter Albert Sotio. Pourquoi écrivez-vous?
Bonjour. Disons qu'au départ, j'ai écrit, c'était une thérapie, c'est-à-dire que j'ai vécu avec maman qui était malade et c'était la seule échappatoire, donc c'était le seul moment où je pouvais m'échapper un peu du quotidien. Donc quand j'ai eu maman comme ça, j'étais 24 heures sur 24 chez moi avec elle et je devais aussi l'aider pour certaines choses, se déplacer, se laver, etc. Et pendant 1 heure ou deux, j'avais donc cette petite parenthèse, si tu veux, pour m'échapper du quotidien. C'est arrivé comme ça. Par après, c'est devenu presque une passion. Maintenant, c'est une passion carrément à 100%. Donc, je continue à écrire. J'en suis à mon 13e livre. J'ai écrit le 14e pour le moment. Écrivez-vous au matin, au soir? Écoutez-vous de la musique en écrivant? Tout dépend. Si le sujet m'inspire vraiment très très fort, je peux écrire à n'importe quel moment de la journée. Je me réveille parfois à 5h30 du matin, je peux me mettre à écrire, ou alors c'est plutôt dans l'après-midi. Actuellement, j'écris un livre, j'écris plutôt dans l'après-midi. Lisez-vous des livres aux enfants de votre famille? Non, je n'ai pas beaucoup de petits-enfants ni d'enfants dans mon entourage, donc non, je n'écris pas particulièrement de livres réservés aux enfants, malheureusement. Il faudra un jour que j'y pense. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Bonjour, je m'appelle Cléo. Nous allons interviewer Bérengère Rousseau. Bonjour. Quand avez-vous écrit Rédemption? Bonjour, alors j'ai écrit Rédemption en 2015. Je l'ai envoyé d'abord à un premier éditeur et ici, c'est mon éditrice actuelle qui a ressorti le livre en mai 2019. Votre livre est-il dans les bibliothèques? Il est dans certaines bibliothèques de la région, effectivement, oui. Combien avez-vous écrit de livres? Alors j'en ai écrit 3. J'ai écrit Rédemption déjà, qui est une revisite de la Seconde Guerre mondiale et de la bataille des Ardennes. Et j'ai écrit une autre série en 2 tomes qui s'intitule Souffleur de rêves, où là on voyage un peu dans les rêves des adolescents. Quel est le château sur la couverture? C'est le château de Noisy qui se trouve à la limite entre la province de Namur et la province de Liège et qui a été malheureusement détruit il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a un roi ou une reine dans le château? Non, malheureusement, il n'y a pas de roi ou de reine dans le château. C'était un comte qui a racheté la propriété et qui malheureusement ne s'en est pas beaucoup occupé. Et suite à un état de délabrement très très avancé, le château a commencé à s'effondrer à l'intérieur. Et donc, faute d'investisseurs pour pouvoir remettre le château à neuf, il a malheureusement dû être détruit. Comment s'appelle votre personnage principal? Alors dans Rédemption, mon personnage principal s'appelle Noam et dans la série Souffleur de rêve, là ce sont des jumeaux, Sonia et Mathis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Océane et je vais interviewer David Durand. Quand avez-vous commencé à dessiner? Alors, j'ai dessiné depuis tout petit parce que j'avais un papa qui était artiste peintre. Et donc, depuis tout petit, je dessine. Mais j'en fais ma profession seulement depuis fin 2014. Quel a été votre premier dessin? Les premiers dessins, on peut dire que ça a été des dessins en crayon, des portraits de personnes et des animaux, des oiseaux principalement, des chevaux, et tout fait au crayon. Parce que je trouvais le crayon très vivant. Il y avait le fameux coup de crayon, ça te permet une liberté. Et donc, voilà, j'étais très intéressé par le côté vif et vivant du crayon. Qu'est-ce qui vous a passionné chez les licornes? Alors, l'avantage d'une licorne, c'est qu'elle est pleine de couleurs, qu'elle a l'air sympathique et qu'elle peut toucher tout le monde. Alors, l'avantage d'avoir ce côté sympathique, c'est que même quand elle vit une aventure triste, quand elle vit des moments compliqués, du fait que c'est une licorne, ça permet de garder le sourire et de passer. Donc ça aide en fait, le fait d'avoir une licorne, ça aide à faire passer plein de messages. Quel est votre animal préféré? Moi j'adore le chat. Voilà, parce qu'un chat c'est pour moi le symbole de la liberté et en même temps je trouve que c'est l'être qui
avec lequel l'être humain communique le mieux. Il ne lui rend pas toujours l'appareil, mais je trouve que le chat a une compréhension de l'être humain incroyable. Donc, même quelqu'un qui ne se sentirait pas bien, par moment ou quoi que ce soit, s'il est avec son chat, c'est le meilleur remède. Voilà. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Voilà. Merci aussi. Bonjour, je m'appelle Océane. Bonjour, je m'appelle Laura. Aujourd'hui, nous allons interviewer Didymas. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'histoire des coussins de midi? Les cousins du Midi, ce sont des souvenirs d'enfance tout simplement, parce que j'ai eu une enfance très sympa, très heureuse, je veux dire. Et j'avais des cousins qui habitaient ici, enfin pas vraiment dans le coin, mais du côté de Mons, entre Mons et Soigny. Et leurs parents ont décidé de s'installer dans le Midi de la France. Et ils ont grandi là-bas. Et nous, chaque année, on allait en vacances chez les cousins du Midi. Alors c'était une époque sympa parce qu'il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait même pas la télévision couleur, c'était une télévision noir et blanc. Hein. Mais seulement on pouvait courir comme on voulait, donc on faisait les 400 coups, on partait dans la garrigue, dans le milieu de la France, on parle de la garrigue, donc dans les champs si vous voulez. On allait voler des raisins, on allait voler des abricots et des pêches, c'était super. Et voilà, c'était nos vacances là-bas dans le Midi. À quel âge avez-vous commencé à écrire? Quand j'avais 50 ans, j'ai 61 ans, donc il y a 11 ans. Pourquoi avez-vous commencé à écrire? Mais parce que j'ai eu quand on vieillit, on a parfois des petits soucis de santé. Et donc, j'ai eu un gros souci de santé qui a fait que j'ai dû rester à la maison pendant pas mal de temps. Et je m'embêtais, parce que ma femme travaille. Et puis j'avais un chien et un chat, mais il ne parle pas beaucoup. Et le poisson rouge encore beaucoup moins. Et donc, je me suis mis à écrire, puis ça m'a aidé, ça fait passer le temps. Et puis j'ai montré ce que j'avais écrit à des copains. Et les copains ont trouvé que c'était pas mal, donc j'ai continué. Et puis voilà, comme ça, j'ai fait mon tout premier livre, qui est sorti en 2011. Voilà. L'histoire des cousins du Midi est-elle une histoire vraie ou une histoire inventée? Alors c'est vrai pour 5%, et le reste à inventer. Par exemple, avec les cousins, on avait fait un radeau, avec des piquets de téléphone en bois. On avait coupé tout ça, on avait attaché des tonneaux, on était parti sur un lac qu'on appelle le lac du Salagou. Ça, c'est vrai. Par contre, dans le bouquin ici, je raconte qu'on découvre une bande de terroristes qui veulent faire sauter le barrage, parce que c'est un lac artificiel, ils veulent faire sauter le barrage pour inonder toute la vallée qui se trouve en contrebas. Ça, évidemment, c'est faux. Donc, c'est toujours un peu la même chose. Dans un autre chapitre, il y a un des cousins qui découvre des souterrains, les souterrains d'un château de Templiers. C'est vrai que les Templiers, c'est au Moyen-Âge, il y a très longtemps, les Templiers, ils vivaient dans cette région, ils exploitaient cette région. Mais il n'y a pas de souterrain, il n'y a certainement pas de château souterrain là-bas, à La Roque. Donc il y a beaucoup d'inventions. Quel est votre auteur préféré? Mon auteur préféré, j'aime beaucoup Hervé Bazin. J'aime beaucoup, j'espère ne pas massacrer son nom, Schmitt, je ne vais pas donner son prénom, qui composait, c'est Marc-Emmanuel Schmitt, c'est ça? Éric Emmanuel Schmitt. Voilà. Je lis pas mal de Dan Brown aussi. C'est un peu toujours la même chose, mais quand même, c'est sympa à lire quand on lit à petite dose. J'aime bien. Voilà. Merci. De rien. Bonjour, je m'appelle Thelma, je vais présenter Quenon. Bonjour. Donc ce livre est votre premier salon? Oui, c'est mon premier salon. Et c'est une belle expérience, j'aime bien. Il y a une bonne ambiance entre auteurs, entre exposants. Des belles rencontres déjà. Comment le vivez-vous? Plutôt bien. C'est un bon week-end. J'ai fait plein de rencontres, c'est intéressant. Avez-vous pu partager votre... J'arrive pas à lire le mot. Passion. Avez-vous pu partager votre passion avec le public? Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de monde.
Du coup, oui, j'ai pu, avec certaines personnes qui ont pris le temps de regarder, d'écouter, et voilà. Avez-vous toujours voulu être écrivain? J'ai toujours bien aimé écrire, depuis que j'étais à l'école. Maintenant, écrivain, pour moi, je ne suis pas écrivain. Même si j'écris un livre, je serai écrivain le jour où je pourrai arriver à en vivre complètement. Allez-vous faire d'autres salons? Peut-être, certainement. Je ne sais pas encore lesquels, mais certainement. Et comment s'appellent vos livres? Alors, ça s'appelle D'un certain point de vue. Et j'ai écrit 2 livres déjà. Voilà. Super. Voilà, on a fini. C'est bon? Merci. Oui. Merci. Bonjour, je m'appelle Célène. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Bonjour, je m'appelle Cléo. Et nous allons nous interviewer Elsa Ferrini. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Quel âge avez-vous? J'ai presque 50 ans. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? C'est pas vraiment mon métier, c'est une passion. Et j'écris vraiment pour le plaisir. Donc voilà, en lisant les autres. Et donc j'ai eu envie d'écrire aussi. Dans quel pays et dans quelle région se passent vos romans? Les romans se passent ici tout près. Pas loin, tous des lieux qu'on connaît, à Mons et dans les environs. Comment s'appellent les personnages principaux? Le personnage principal s'appelle Alexandre et il est accompagné par un petit garçon qui n'a pas de nom. On ne le dit pas dans le roman. Et donc tout le long de l'histoire, le personnage principal, il l'appelle Gamin. Et il y a une raison à ça, parce que le prénom, ça a une signification, et puis des fois le fait de ne pas en avoir, c'est une signification aussi. Le petit garçon n'aime pas son prénom. Sa maman l'a abandonné, donc il ne veut pas entendre son prénom. Et donc voilà, il ne le dit pas. Sur vos couvertures, il y a des choses bizarres et qui font peur. Est-ce que vous avez décoré votre salon de la même façon? Non. Mais je pense pas que ça fait vraiment peur. Mais bon, on doit voir quand même que c'est un roman policier. Et donc, sur une couverture, on met quand même des choses qui sont représentatives. Sinon, les gens, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont trouver dans le livre. Donc voilà, on essaye quand même de pas mettre des choses horribles. Mais c'est bien de savoir que c'est un roman policier quand même. Quel est le titre de votre prochain roman? Je dois dire qu'en général, le titre, j'ai du mal de le trouver. Donc le roman que je suis en train d'écrire, je ne sais pas comment je vais l'appeler. C'est quelque chose d'assez difficile à trouver, un titre de roman. Il faut que ça donne envie de prendre le livre. Et puis, il faut que ça représente l'histoire. Alors, c'est super dur à trouver. En général, je mets longtemps et puis je demande l'avis de plein de gens pour m'aider à trouver un titre. De quoi parle votre prochain roman? C'est tout le temps des histoires policières. C'est toujours des enquêtes. Et voilà, c'est toujours là-dedans que j'aime bien écrire et je ne change pas. Merci beaucoup. C'est un plaisir, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Laura. Je vais interviewer Fabrizio Schiavetto. Votre histoire se déroule à la Nouvelle-Orléans. Y avez-vous vécu? Vécu, non. Je n'y suis jamais allé. Mais le principe de la nouvelle, c'est qu'on peut se renseigner sur une thématique qu'on nous a donnée. Et donc, j'ai fait en sorte de trouver des informations sur la Nouvelle-Orléans et qui m'ont permis d'écrire la nouvelle. Avez-vous déjà vécu des phénomènes paranormaux? Non. Non. Il paraît que ça existe. Moi, j'en ai jamais vécu. Mais par contre, je ne sais pas si ça compte, mais parfois, quand je descends la cave, j'ai un peu peur. Est-ce que les démons existent? Vu que je suis déjà descendu à la cave et que j'ai eu peur, peut-être. Alors maintenant, on fait en sorte qu'il n'existe pas. Donc ça veut dire que
c'est en soi, en fait, qu'on trouve le courage de les faire partir. Ça va? Même s'ils existent, c'est pas grave. Et toi, tu as peur? Non, t'as pas peur? T'as déjà vécu des phénomènes paranormaux, non? Non. Tu lis des histoires comme ça? Moyen? Ouais, t'aimes pas trop? Non. Tu préfères quoi comme histoire? Tu sais pas encore? Non. C'est pas grave, ça viendra. La lecture, tu sais, ça ouvre l'imaginaire, donc on peut trouver n'importe quoi. Tu peux inventer n'importe quelle histoire et ouvrir plein de mondes, plein de portes. Moi, j'écris un livre qui s'appelle, enfin, une nouvelle qui s'appelle L'autre porte. Et quand on ouvre la porte, on arrive dans différents mondes. Et quand on arrive derrière, on trouve des aventures, des monstres. Mais on a aussi, comme on est des héros, on peut se battre contre les monstres et défendre tout un univers. Donc, il ne faut pas avoir peur. Bonjour, je m'appelle Ophélie et aujourd'hui je vais interviewer François Sodard. Alors, première question, on peut vivre avec l'écriture? On peut lire? Vivre. Vivre? Ah oui. Pas moi. Non, je ne vends pas suffisamment de livres que pour pouvoir en vivre. Par contre, parfois, je reçois des prix. Et là, l'argent, je peux le garder. Mais oui, certains auteurs peuvent vivre en écrivant ou en écriture. Des auteurs comme Amélie Nothomb, par exemple, elle vit de son écriture. Donc moi, voilà, mon éditeur n'est pas suffisamment important ou je ne vends pas suffisamment de livres que pour pouvoir en vivre. Dommage, hein, d'ailleurs. À quel âge avez-vous commencé à écrire? Comme ton âge, à peu près. J'ai commencé à écrire et puis c'est devenu quelque chose d'important pour moi. Mais vraiment être publié, donc avoir une maison d'édition, donc des personnes qui ont pris mes écrits et qui les ont publiés, qui en ont fait des livres, il y a à peu près 40 ans. Voilà. Cela fait combien de temps écrivez-vous? Donc, j'écris depuis toujours, pratiquement, mais je suis publiée. Donc, mes livres se retrouvent dans les librairies, dans les bibliothèques, comme ici, depuis 40 ans, à peu près. Existe-t-il des écoles d'écrivains? Ah, il y a des formations. Des écoles d'écrivains, non. Et puis, bon, on est écrivain. Je veux dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on a besoin de le faire. Alors, il n'existe pas vraiment d'école d'écrivain, mais la meilleure école, c'est l'école. C'est-à-dire d'apprendre le français, d'apprendre à écrire et surtout de lire. Combien de temps vous faut-il pour écrire un livre? Ah, ça dépend. Le plus long, un livre que j'ai ici au stand, j'ai mis 4 ans pour l'écrire, parce que c'était un livre pour lequel je devais beaucoup me documenter. Et le plus court, c'est 6 mois, 7 mois, une année. Je suis quelqu'un qui écrit lentement. Bonjour, je m'appelle Laura et je vais interviewer Gilles Auriac. Bonjour. Bonjour. En quelle année avez-vous commencé à écrire? Alors j'ai commencé à écrire alors que j'avais à peu près ton âge, mais à l'époque je n'étais pas publié. Hein. J'écrivais des petites histoires comme ça pour m'amuser, parce que j'ai toujours adoré écrire. Mais sinon, la première fois que j'ai été publié, c'était en 2004. Avez-vous une maison d'édition? Oui, j'ai une maison d'édition qui s'appelle 180 degrés Édition, qui est une maison d'édition qui est établie à Bruxelles. Votre livre Rose mortelle parle de harcèlement scolaire. Est-ce que qu'un de votre membre de votre famille a été victime d'harcèlement?
Oh, pas spécialement. Enfin, si j'ai eu un frère qui était quand même régulièrement harcelé, mais c'est pas pour ça que je l'ai écrit. Je l'ai écrit parce que j'ai été enseignant pendant 35 ans. Et j'ai vu des cas de harcèlement scolaire. Il y avait des enfants dont on se moquait parce qu'ils avaient une petite différence parfois, ou bien on croyait qu'ils avaient une petite différence. Et par exemple, il y avait un garçon qui bégayait un peu. Alors il y en avait qui se fichaient de lui parce qu'il bégayait. Il y a une fille qui était un peu grosse, alors on se moquait parce qu'elle était grosse. Et puis il y avait un garçon qui aimait bien les jeux de filles. Et alors on se moquait parce qu'il aimait les jeux de filles, etc., etc. Alors moi je trouvais que c'était pas très bien et j'ai imaginé une histoire de 6 jeunes qui sont harcelés pour 6 raisons différentes et qui vont s'unir. Ils vont faire bloc et ils vont faire une radio Internet. Une radio sur Internet avec une émission interactive sur le harcèlement. Et donc tous les jeunes harcelés peuvent téléphoner et interagir sur ce thème-là. Et les 6 jeunes essayent de les aider. Mais comme l'initiative ne plaît pas à tout le monde, ils reçoivent petit à petit des menaces sous la forme de roses noires. Et un jour, en pleine émission, il y en a 2 qui se font kidnapper. Et on entend le kidnapping à la radio. Et alors, bon, là, l'aventure commence véritablement. Alors, je ne donne pas tous les détails, mais à la fin de l'histoire, les 6 jeunes harcelés deviennent 6 héros. Voilà. Combien de livres avez-vous écrit? Alors, je veux parler de livres publiés, par exemple. Hein. Alors, il y en a 10 pour le moment. 10 livres qui sont publiés, mais il y en a 2 qui sont déjà épuisés. Ce sont les 2 premiers que j'ai faits, ils sont déjà épuisés. Bonjour, je m'appelle Ophélie et aujourd'hui on va interviewer Jean-Paul Vibquin. D'où vient votre inspiration et comment commencez-vous une histoire? Mon inspiration, en fait, ne vient uniquement que de l'exercice de ma profession. Quand même plus de 40 ans de police, différentes directions pour terminer par une direction de police judiciaire pendant 24 ans. Donc, précédemment à cela, j'en ai pas mal vécu. Et alors, dans le cadre de cet exercice de police judiciaire, de patron à la judiciaire, j'en ai vécu pas mal. Et mes bouquins reprennent tout ce que j'ai vécu, à des degrés divers bien évidemment, et c'est romancé d'autant plus obligatoirement pour ne pas trop m'attirer les foudres de certains personnages qui m'en veulent, bien évidemment. Parce que je veux préciser ceci, en ma qualité de commissaire, directeur judiciaire, je n'étais pas à mon bureau, j'étais tout le temps dehors. Et mon travail de bureau, c'était mes collaborateurs particulièrement compétents en matière administrative qui s'en occupaient. Moi, ce n'était pas mon problème, je voulais être sur le terrain, je voulais être là s'il y avait un coup de feu, je voulais être là s'il y avait une rébellion, je voulais être là s'il y avait des échanges de coups, je voulais être sur place. Voilà, pour prendre en charge la responsabilité de ce qui pouvait arriver aux membres de mon personnel et à moi-même aussi, bien évidemment. Comment choisissez-vous les noms de vos personnages? Ah oui, là c'est assez spécial. En fait, je transforme les noms des personnages, alors j'inverse certaines syllabes ou je les invente. Je les invente, mais toujours avec quand même une petite référence à leur véritable identité. C'est pour ça que, notamment dans le 4e bouquin qui parle du crash à Johannesburg, le Boeing 377 qui s'est crashé hors piste, eh bien là, il y a quand même un gros milieu mafieux, de même que dans le premier bouquin, on parle de la contrefaçon, où nous sommes dans aussi la mafia serbe. Donc il faut quand même un petit peu faire attention, mais je doute quand même que ce genre de personnage lise mon livre, pour autant qu'il sache lire, quoi. Vos histoires sont-elles réelles ou fictives? Excusez-moi. Vos histoires sont-elles... Ah oui, bien sûr, tout à fait réel, c'est du vécu, à des degrés divers.
Mon premier livre, La Contrefaçon, il y a 70% de vécu, mais à d'autres lieux, d'autres moments et d'autres endroits. Le second livre, Évasion, qui est la suite de Contrefaçon, parce qu'il y a des personnages qui s'évadent, non pas de la prison de Plantin, mais de la prison de Florence aux États-Unis. Ça s'est malheureusement très mal passé pour certaines personnes qui les surveillaient, parce qu'il y a eu des coups de feu, il y a eu des tués, malheureusement. Et là, je navigue à 40%, parce que je voulais absolument traiter cette affaire, mais en dehors de ça, il fallait quand même bien que j'écrive un bouquin. Donc, je n'ai plus que du 40% de vécu dans le second. Le troisième, c'est du 100% assuré. Il n'y a pas un fait qui ne soit pas vécu. Tout est réel et malheureusement assez catastrophique parce qu'il s'agit d'une bande de jeunes gens qui versent dans la délinquance et une délinquance qui va jusqu'au crime. Le titre dit bien ce qu'il veut dire d'ailleurs, de la délinquance au crime. Dans le quatrième, là je reviens du 70% de vécu, excusez-moi, parce que je voulais en finir avec ce qui me travaillait au niveau du travail que j'ai effectué dans la contrefaçon. Et là, j'en termine avec une affaire Boeing où j'ai été sollicité pour aller au Pakistan, mais je n'y suis pas allé, je ne voulais pas y aller, absolument pas. Mais je suis allé ailleurs dans le cadre de ces problèmes de contrefaçon dans l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, toutes les industries possibles et imaginables, en ce même y compris une industrie qui est très mal connue, c'est l'industrie des détecteurs de métaux. Pas le détecteur de métaux que vous avez en dessous du bras pour aller sur la plage pour voir s'il n'y a rien dans le sable, mais des détecteurs de métaux qui sont mondialement connus parce que, je ne sais pas si vous savez, mais notamment en Afrique, ces détecteurs sont extrêmement utilisés pour découvrir des gisements, notamment de cuivre et autres, bien sûr. Combien de temps vous faut-il pour écrire un livre? Pas longtemps. Je ne vais pas dire comme Fernand Reynaud, un certain temps, mais pas longtemps. En fait, mon premier livre est sorti en 2017. Nous sommes en 2019, il y en a 4 qui sont sortis, il y en a 2 qui sont terminés et un 3e qui est en cours. Donc voilà, depuis 2017, si vous voulez, ben, j'en suis à 7 bouquins, quoi, mais qui ne sont pas sortis, puisque le dernier est à, je ne sais pas moi, 190 pages ou quelque chose comme ça. Mes bouquins font quand même plus de 300 pages, 320, 390, 424 pages aussi. Donc, ils font beaucoup de pages aussi. Pourquoi? Parce que j'ai estimé vouloir absolument que ce soit convivial. Le livre de poche, ce n'est pas pour moi. Et donc, par conséquent, je ne voulais pas faire le style livre de poche. Je voulais que ce soit un caractère convivial, avec un interligne convivial, qu'à l'ouverture du bouquin, déjà, on se sente bien. Raison pour laquelle je n'ai pas lésiné sur le nombre de pages. Bonjour, je m'appelle Valentin et je vais interviewer Jean-Philippe Lux. Quand écrivez-vous? Le matin ou le soir? Alors j'écris surtout la nuit parce que j'ai un travail en journée, donc je ne peux pas écrire pendant la journée, donc surtout tard le soir et pendant la nuit. Écoutez-vous de la musique quand vous écrivez? Alors parfois ça m'arrive, mais quand j'écris la première fois le livre, souvent c'est en silence. Et puis quand je relis pour corriger ou pour améliorer mon texte, là, ça m'arrive d'écouter de la musique. Avez-vous rencontré des difficultés dans votre parcours d'écrivain? La difficulté, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de lire le livre, parce qu'au début, on n'est pas connu. Et donc, les gens sont un peu réticents à acheter le livre, mais une fois qu'on prend l'habitude de bien expliquer son livre, on réussit à avoir des lecteurs comme ça. Et donc, c'est un peu la plus grosse difficulté. Combien de romans avez-vous écrits? Alors, j'ai écrit 3 romans. Je viens de sortir mon 3e roman qui sort aujourd'hui pour d'Ours Livre. Avez-vous d'autres projets? Alors oui, j'ai encore 2 romans qui sortiront l'année prochaine, dont l'un des 2 est presque fini. Et puis voilà, je continuerai à écrire certainement par la suite. Comment choisissez-vous les prénoms de vos personnages? Alors c'est parfois juste le hasard, des prénoms que j'aime bien. Il y a des prénoms qui sont des prénoms de collègues. Et puis dans mon deuxième roman, c'est les prénoms de mes enfants.
pour les personnages principaux. Donc voilà. Merci, au revoir. Merci. Je m'appelle Kendra. Je vais interroger Nicole Nisol. Depuis combien de temps écrivez-vous? Ah, alors j'ai toujours aimé écrire, même quand j'étais petite. Mais voilà, j'ai aucune confiance en moi. Tu vois, je suis quelqu'un de très timide et très réservé. Donc je n'osais pas montrer ce que j'écrivais. Et puis un jour, une amie m'a dit « Mais tu écris très bien, alors il faut te faire publier ». Et ça, c'est depuis 1 an seulement que je me suis mise à être publiée et à vendre mes écrits. Écrivez-vous des histoires gaies ou tristes? Ah je dirais ni gai ni triste. C'est peut-être des histoires un peu compliquées. Ça prend combien de temps pour écrire une histoire? Ah, moi je vais très vite, mais ce sont des courtes histoires. Ce ne sont pas des gros romans, ce sont vraiment des petites histoires. Donc moi ça me prend, disons, 3-4 mois. Combien de livres avez-vous déjà écrits et avez-vous un préféré? Alors, j'ai écrit jusque maintenant 2 petites nouvelles, donc vraiment de très 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 courtes histoires. Puis j'ai écrit 2 courts romans et ma préférence, elle va vers celui qui parle de ma grand-mère. Bonjour, je m'appelle Célène et je vais interviewer Patricia Duterne. Bonjour madame. Bonjour Célène. Quel nom donnez-vous au personnage? Quel nom? Tu veux connaître le nom de tous mes personnages? Il y en a beaucoup, hein? Alors l'héroïne principale, c'est Olivia. Et puis sa maman, c'est Clémence. Sa fille, c'est, tant que je me rappelle bien, c'est Flo, parce qu'on l'appelle, elle a toujours un petit diminutif. Et la meilleure amie d'Olivia, c'est Camille. Quel âge avez-vous? 54 ans. En combien de temps écrivez-vous un livre? Ah, ça dépend Ça dépend vraiment du livre. Celui-ci, je l'ai écrit, je crois, en un peu moins d'1 an. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Mais je ne l'ai pas vraiment choisi, tu vois. L'écriture, c'est quelque chose qui te tombe dessus, comme on dit, quand tu es petite. Et donc, quand j'ai perdu mon travail, parce que j'étais psychologue au départ, quand j'ai perdu mon travail, je me suis dit « Ah ben voilà, c'est le moment, maintenant j'ai le temps et je peux écrire ». Comment avez-vous choisi le titre « Le murmure du papillon » ? Alors, le murmure du papillon, ça a été très difficile à trouver. Parce que le papillon, c'est ce qui est le lien entre les 2 époques de la vie de Victor. Du coup, on parle de l'autre bouquin. Tu vois, j'aurais dû prendre le murmure du papillon. Parce que dans le murmure du papillon, c'est Victor, le héros. Et le papillon, c'est ce qui lie Victor quand il est petit garçon, qu'il a 7 ans, et quand il est plus âgé, il a une 30aine d'années. Et donc, c'est ça, le murmure, ça veut dire que d'une époque à l'autre, il va se rappeler de ce petit bruit, de ce mouvement d'aile qui va passer comme ça devant ses yeux, dans sa tête. Dans le murmure du papillon, est-ce que ça raconte votre histoire? Pas du tout. Non. Non. Tout ce que moi je voulais dans le murmure du papillon, au début, c'était qu'à un moment donné de sa vie, Victor, quand il est adulte, se rencontre lui, petit garçon. C'est tout ce que je savais. Après, c'est venu tout seul. Merci madame. Merci Solène. Bonjour, je m'appelle Thelma, je vais présenter Patricia Fontaine. Bonjour, à quel moment de la journée écrivez-vous? Moi, c'est le soir et la nuit que j'aime bien écrire. J'ai besoin de cette atmosphère un peu magique. Et généralement, je mets des bougies et je mets parfois une musique sans parole. Et voilà, j'aime bien me créer cette atmosphère-là.
Avez-vous un autre travail à côté de votre métier d'écrivain? Oui, je suis psychologue et je donne des formations dans les maisons de repos et avec les personnes âgées. Donc c'est une passion, un loisir, mais ce n'est pas mon métier être auteur. C'est très difficile d'avoir comme métier d'être auteur. À quel âge avez-vous commencé à écrire? Tard, des romans. Ça fait une petite dizaine d'années, même pas. Donc tu vois, je vais bientôt avoir 60 ans, donc j'avais 50 ans plus ou moins quand j'ai commencé. Et c'était un moment de mon histoire où j'avais un peu plus de temps par rapport au travail. Mais j'ai toujours aimé écrire, mais j'écrivais surtout dans le cadre de mon métier. Et puis après, j'ai découvert le plaisir d'écrire des livres et des romans. C'est tout autre chose. Vous avez fait 2 livres alors? 2 livres, 2 romans actuellement, donc Cap Vert et Pile et Face. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième. Mais il y a d'autres projets maintenant qui vont bientôt sortir. Et une fois que j'ai pris le plaisir maintenant à écrire, je ne sais plus m'en passer. Et quand je ne parviens pas à écrire un jour ou l'autre, ça me manque. Il faut que j'écrive. Et pourquoi votre livre s'appelle Cap Vert et Pile ou Face? Alors, Cap Vert, parce que c'est dans l'histoire entre 2 personnages. Je suis dans le Moyen-Âge avec un personnage, donc fin du XIIIe siècle, et aussi une jeune femme aujourd'hui, qui a 25 ans. Et Cap Vert, je vais te confier un peu le secret du livre, c'est un élément important qui fait lien entre ces 2 jeunes femmes dans des époques très différentes, parce qu'il y a 800 ans qui les séparent. Mais comme il y a aussi de l'intrigue et suspense, je ne vais pas en dire plus. Donc c'est le vêtement. Et Pile et Face, parce qu'ici je parle plus de l'histoire du Chili, donc en Amérique du Sud, où il y a eu un putsch à un moment, donc un conflit militaire, une dictature très importante. Et aujourd'hui, j'essaye de voir qu'est-ce qui se transmet d'un événement comme celui-là à des jeunes, comme toi, comme tes copines, aussi à des plus grands jeunes. Et donc, mais moi, comme je regarde ça de l'extérieur, puisque je ne suis pas chilienne et je ne suis pas au Chili, je mets les 2 regards sur l'histoire. Parce que bien sûr, si tu te dis, il y a ceux qui ont fait le putsch, un côté de l'histoire, ceux qui n'étaient pas d'accord pour le putsch, et moi j'ai voulu prendre les 2 regards. Donc c'est comme à une pièce, mais le pile et le face. Souvent on dit pile ou face, moi je dis les 2. Et les membres de votre famille ont déjà lu vos livres? Pas tous. Mon fils plus jeune, il n'aime pas trop lire, donc il n'a pas lu. Mon fils aîné, oui, et c'est un de mes premiers lecteurs parce qu'il a aussi un regard. Quand on écrit une première fois, c'est pas parfait une première fois. Il faut quelqu'un d'extérieur qui vient dire « Attends, là je comprends pas » ou bien il y a des fautes là. Et lui, c'est un de mes premiers lecteurs et il n'est pas facile. Hein, parce qu'il pointe tout et nanana, et donc j'ai intérêt à retravailler les choses après. Merci. Merci à toi pour tes questions et tu as tout aussi un métier devant toi qui t'attend et j'espère que tu auras aussi le plaisir d'écrire un moment dans ton histoire. Merci. Bonjour, je m'appelle Océane. Bonjour, je m'appelle Savannah. On va interroger Sénéla Doll. Pourquoi a-t-il eu un château sur la couverture? Alors, il y a un château sur la couverture parce que c'est l'histoire de dames qui vivaient au temps de Marie-Antoinette en France, et donc elles vivaient dans des châteaux à l'époque, les dames de la noblesse, hein, pas les dames qui vivaient ailleurs dans les fermes, mais les héroïnes de l'histoire sont des dames de la noblesse et donc elles vivaient dans des châteaux. Okay. Est-ce que les 2 personnages sur la couverture sont des sœurs? Non. Ce ne sont pas des sœurs, ce sont 2 dames qui se sont rencontrées à un moment et qui sont devenues des amies en fait. Mais ce ne sont pas des sœurs. Quel est votre livre préféré? Dans ceux que j'ai écrits ou dans ceux que j'ai lus? Qu'est-ce que tu voudrais? Dans ce que j'ai écrit, mais mon livre préféré, c'est le tout premier parce qu'il n'est pas dans ceux que vous pouvez lire parce que vous êtes trop jeune, mais ça parle de quelque chose que j'ai vécu. Et donc, le fait de le raconter et de pouvoir le partager avec d'autres personnes
pour éventuellement les aider dans la même situation. C'était vraiment le but du livre et donc c'est pour ça que c'est mon préféré. Les autres, ce sont des histoires que j'ai imaginées et que j'ai eu envie de raconter, mais qui n'ont pas la même valeur sentimentale pour moi. Est-ce que vous aimez les animaux? Beaucoup. J'ai 2 chats à la maison et j'aimerais bien avoir un chien aussi, mais j'aime beaucoup les animaux, oui. Pourquoi écrivez-vous? Parce que j'ai l'habitude de raconter des histoires, que j'ai toujours bien aimé ça, et puis qu'à un certain moment, je me suis dit que ce serait peut-être gai de pouvoir les partager avec plein de gens. Et donc, plutôt que de raconter à quelques amis les histoires que je m'imagine et que je me raconte à moi, eh bien, je les ai écrits, et comme ça, plusieurs personnes peuvent en profiter. À quel âge avez-vous commencé à écrire? Très tôt. Quand j'étais toute jeune, j'écrivais déjà des petites histoires, des petits poèmes. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai écrit de plus en plus. Et finalement, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'édition et de faire publier ce que j'écrivais. À quel âge? À quel âge? C'est fini, elle a dit. C'est tout. Merci les filles. Merci madame. Merci madame. Merci à vous. Je m'appelle Anaïs. Je m'appelle Cléo et nous allons interviewer Sophie de la maison d'édition Libresse. Imaginez que j'ai écrit une histoire. Je vous l'apporte. Qu'est-ce que vous allez faire avec mon histoire? Alors, on va prendre ton histoire et on va la donner à un comité de lecture. Donc, c'est-à-dire que ce sont plusieurs personnes chez nous qui vont la lire et qui vont nous dire s'ils ont aimé cette histoire et s'ils pensent qu'on pourrait en faire un chouette livre. Après, on va se réunir pour comparer les différents avis et te proposer, si elle nous a plu, de travailler avec nous ou te dire, non, pas celle-ci, mais peut-être une prochaine. Alors, si ça continue qu'on travaille ensemble, tu vas signer un contrat et puis on va corriger l'histoire avec toi, on va préparer une jolie couverture pour faire un livre qui te plaira et qu'après on pourra vendre dans les librairies ou sur les salons comme aujourd'hui. Comment vous faites pour avoir des sous? Pour avoir des sous, alors, eh bien, on vend les livres déjà. Et plus on en vend, plus on a de sous, évidemment. Et puis, parfois aussi, on a des partenariats avec différents organismes qui donnent des subsides. Ou alors, on est invité sur des salons où là, on peut aller vendre des livres sans devoir payer notre place et se faire connaître. Et c'est comme ça qu'on a des sous, c'est sur les ventes des livres. Est-ce que vous êtes heureuse? Très, très heureuse. Moi, j'ai le bonheur le matin de me lever et de me dire chouette, je vais travailler parce que j'adore mon travail. Combien avez-vous de livres? Alors, dans notre catalogue, on a plus ou moins une 60aine de livres et on en a encore une dizaine de nouveautés qui vont sortir dans cette année scolaire de 2019-2020. Quel livre préférez-vous? Ah, la question piège. Quel livre je préfère? Dans notre maison d'édition, eh bien, j'aime beaucoup Kalila le koala. Parce que ce sont de beaux dessins, que c'est un petit koala super attachant, et puis j'aime beaucoup les koalas. Qui est la personne qui fait les dessins? Eh bien, ça change tout le temps. C'est pas la même pour tous les livres. Donc, en fonction de l'histoire et de ce que l'auteur veut, parce que c'est important de faire ce que l'auteur a envie, on trouve un illustrateur dont le coup de crayon correspond à l'histoire, à l'auteur, à ce que l'on a envie de faire, ou alors on passe par un photographe, et donc c'est jamais la même personne. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Océane et je vais interroger Vanessa Dubagne. En quelle année vous avez commencé à écrire des livres? Oh, alors, j'ai commencé à écrire, véritablement, j'avais 12 ans. Mais j'ai été publiée, donc c'est-à-dire mon roman est sorti seulement à l'âge de 33 ans.
Qu'est-ce qui vous a passionné à faire ce métier? Beaucoup de choses, mais avant tout mon premier métier. Donc à la base, je suis institutrice primaire et là, j'ai vraiment découvert la richesse qu'était la lecture et ça m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin et donc forcément de faire la promotion de la lecture et puis d'écrire moi-même. Pourquoi le nom de Poussière d'étoiles? Alors, Poussière d'étoiles, ça c'est la collection pour les adolescents et les adultes dans le domaine de la fantaisie. Donc on a une ASBL, donc une association sans but lucratif qui s'appelle Le Monde des Étoiles. Dans Le Monde des Étoiles, on a les éditions des étoiles et à l'intérieur de la maison d'édition des étoiles, on a Poussière d'étoiles parce que les étoiles, ça fait penser au rêve. Voilà, c'était vraiment ça. Le rêve, le merveilleux, le fantastique. Qu'aimez-vous écrire? Alors, j'aime écrire surtout dans le fantasy fantastique, surtout du médiéval fantasy, enfin en tout cas jusque maintenant. Mais j'écris également pour les enfants, donc ce sont des romans d'aventure. Et pour les tout petits, ce sont plutôt des contes de fées. Merci. Je vous en prie.